Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Vous étiez hier à Fréjus où les universités d'été du Rassemblement national se tenaient. Marine Le Pen a dénoncé un été meurtrier, la vacuité du pouvoir en place en insistant c'est la barbarie qui s'installe. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de surenchère dans les mots quand chaque jour l'actualité nous amène son lot d'atrocités comme hier à la gare du Nord où un passager qui attendait son train s'est fait égorger. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter dans les mots et d'inquiéter encore plus les Français ? C'est pas Marine Le Pen qui en rajoute. C'est malheureusement les faits qui deviennent de plus en plus dramatiques. Et j'avoue que moi-même, j'ai été surpris par les statistiques qu'elle a annoncées hier. Et j'ai vérifié hier soir. Tous les chiffres sont vérifiables. Je mets au défi M. Dupond-Moretti de prouver qu'elle a menti. Je prends un seul exemple. 120 attaques à l'arme blanche. C'est très facile. Votre confrère dans le Figaro, le 16 février dernier, reprenait un certain nombre de chiffres. Bref, tous ces chiffres sont vérifiés. Ma question, ce n'est pas les chiffres, c'est les mots, la barbarie. Ça fait peur aux Français, c'est la vérité. Encore une fois. Je veux dire, quand vous ils voyez... le ressentent, ils nous le disent à travers les sondages qu'on fait chaque jour. Oui, mais parce que, écoutez, ce n'est pas les mots qui choquent, c'est la barbarie elle-même. Vous avez dénoncé ce qui s'est passé hier où quelqu'un a quasiment été égorgé à la gare du Nord. Et tous les jours, on voit des faits comme cela qui se multiplient. Jamais la France n'a été dans un tel état. Et le gouvernement nous explique par la voix de son ministre de la Justice que c'est un sentiment d'insécurité. On croit vraiment que M. Dupond-Moretti vit sur une autre planète. Alors Marine Le Pen a pris pour cible le garde des Sceaux. On va écouter un extrait de son discours hier à Fréjus. 120 attaques au couteau par jour, 24 vols à main armée par jour, 1025 cambriolages par jour, 63 viols par jour. Comment M. Dupond-Moretti peut-il ignorer ces chiffres et prétendre, avec un sens de la formule d'un cynisme rare, que dans le pays où se multiplient les entailles au niveau du cou, pour reprendre la terminologie médiatique, la France n'est pas un coupe-gorge? Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire. Et la réponse ce matin, enfin c'était hier même, du garde des Sceaux dans un tweet. Marine Le Pen, c'est son père, Empire, voilà. Elle, plus de 40 ans après son abolition, elle reparle de la peine de mort. Est-ce que le ministre de la Justice sort de son rôle ou pas avec ce tweet et cette réponse à Marine Le Pen? Ce qu'on attendait du ministre, c'est éventuellement des chiffres pour démontrer que Marine Le Pen avait menti. Or, comme elle a dit la vérité, on a un ministre de la Justice qui se conduit, j'ai envie de dire, en aboyeur, en prenant des slogans politiques et pas du tout en essayant d'expliquer les faits. Je crois que sa réponse, c'est certes médiatique, mais c'est un peu l'aveu, malheureusement, que Marine Le Pen a raison. Elle veut revenir sur l'abolition de la peine de mort, c'est ce qu'il semble sous-entendre. Non, pas du tout. Monsieur Dupond-Moretti, d'ailleurs, il y a une loi sur les fake news, a complètement menti, ou alors il n'a pas écouté le discours. Que dit dans son discours Madame Marine Le Pen? Elle dit en 81, on a supprimé la peine de mort et on n'a pas mis de peine de substitution. Nous demandons la perpétuité réelle pour tous ceux qui ont commis des crimes extrêmement graves. Voilà. Alors, elle n'a jamais remis en cause la peine de mort. Comment on applique la perpétuité réelle? Allez-y, demain vous êtes au pouvoir, comment vous faites? Les prisons sont bondées, comment on fait? On construit une nouvelle prison. Comment on fait dans les autres pays pour mettre à l'abri les délinquants? Voilà, je veux dire, il y a deux manières. On peut construire des prisons. M. Macron avait promis 15 000 places supplémentaires dans les prisons. On sera probablement à la fin du mandat à 2 ou 3 000 places. Ou alors on vide les prisons. Ce gouvernement, c'était la méthode Belloubet. M. Moretti pourrait la reprendre. Ça a été, notamment pendant le Covid, de se servir de ce prétexte pour faire sortir plus de 10 000 personnes. Parce que les prisons sont bondées. Parce que les prisons sont bondées, parce que la délinquance explose et parce qu'on ne construit pas de prison dans ce pays. Je pense que la priorité, c'est de mettre les délinquants à l'abri pour protéger les honnêtes citoyens. Oui, il faut construire des prisons, c'est ce que nous demandons. Marine Le Pen estime aussi qu'en dressant des PV à 200 € pour les consommateurs de cannabis, c'est un fléau, le trafic de stupéfiants dans notre pays, on avance vers la dépénalisation du cannabis. Sérieusement? Oui, sérieusement. Alors qu'on met 200 € d'amende à ceux qui en consomment, on dépénalise? Écoutez, vous n'avez pas mis votre masque ce matin dans la rue, vous aurez 135 € d'amende. Vous consommez du cannabis, 200 € d'amende. Franchement, déjà, c'est risible. Deuxièmement, quand on a un discours de M. Darmanin... Il n'y avait rien avant. Oui, si, normalement, il y avait des décisions de justice qui auraient dû s'appliquer. Je veux dire, avant, c'était pas une amende, c'était un passage devant la justice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Darmanin, nous dit la priorité, c'est la lutte contre la drogue. Et dans le même temps, on a désormais une amende forfaitaire, c'est-à-dire la banalisation. C'est presque comme vous stationnez votre voiture, vous allez avoir une amende, elle est guère plus élevée. Non, franchement, c'est pas un bon signal à donner quand on veut réellement lutter contre les trafics de drogue. Est-ce que vous êtes rassuré par le fait que Marlène Schiappa et Gérald Darmanin vont communiquer désormais tous les mois les chiffres de la délinquance? C'est une bonne chose, vous leur donnez un bon point, j'imagine.
Ben, ce sera la transparence si elle est véritable. Vous savez, il y avait un observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuie Marine Le Pen pour donner ces chiffres. C'est bizarre, le gouvernement a décidé de le fermer au 31 décembre de cette année. Pourquoi Je te posais leur la question. Mais peut-être aussi c'est parce qu'il révélait des vraies enquêtes et des chiffres qui par moments étaient gênants. Donc on verra la communication tous les mois. Mais moi je fais déjà une proposition qu'on maintienne cet observatoire qui était indépendant et qui par moments donnait des chiffres gênants pour le gouvernement. Il y a un projet de loi sur le séparatisme qui est en train d'être préparé. Il va prévoir notamment de suspendre les subventions aux associations qui refusent de signer une charte des valeurs républicaines. C'est une bonne chose, ça? Difficile à mettre en œuvre, d'après François Pupponi, qui est un député. Donc vous avez compris que pour lutter contre le séparatisme, on va demander aux associations de signer une charte. Je suis sûr que ça va terroriser les islamistes qui vont hésiter à signer une charte. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ce qu'on demande de nous, c'est des décisions fermes, c'est l'expulsion systématiquement de tous les imams salafistes avec la fermeture des mosquées, c'est l'expulsion des délinquants étrangers, particulièrement des djihadistes. On ne veut pas, par exemple, récupérer ceux qui sont partis en Syrie ou en Irak combattre, alors que là aussi, M. Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'on les fasse revenir. Alors, moi, je vous parlais des associations, en fait, pas des mosquées salafistes. Parce qu'effectivement, une des voies de l'islamisation, c'est aussi par les associations sportives. Comment on fait, encore une fois, pour que les enfants ne soient pas embrigadés dans des structures associatives? Vous avez une solution? Oui, il faut absolument contrôler leurs animateurs, parce que très souvent, dans ces associations sportives, les animateurs, c'est les mêmes qui fréquentent les mosquées salafistes. Je veux dire, il y a une chaîne qu'il faut aujourd'hui casser, et la réponse doit être extrêmement ferme, et les signes qu'on doit donner doivent être, là aussi, très clair. Donc on contrôle juste les éducateurs? Non, on ne contrôle pas les éducateurs, on contrôle toute la chaîne. Il faut contrôler les mosquées qui sont effectivement suspectes. Non, mais je vous parle des associations. Vous me parlez des mosquées, je vous parle des associations. Dans les associations, voilà. Quand il y a un embrigadement qui se fait, c'est forcément par les éducateurs. Voilà, c'est tout. Il y a des éducateurs merveilleux dans ces associations. Et si un éducateur va à la mosquée, il faut l'expulser directement? Non, pas du tout. Il faut regarder où il va. Il y a des mosquées là aussi qui sont, j'allais dire, pacifiques. Il y a des mosquées qui sont totalement aujourd'hui dangereuses dans le message qu'elles portent. Okay. La fin des certificats de virginité. Oui, c'est une bonne chose, sauf qu'on sait très bien que dans ce genre de pratique, malheureusement, il y a aussi, entre guillemets, des médecins communautaires qui continueront toujours à les faire. Mais bien sûr qu'il faut les supprimer. Pas d'horaire aménagé pour les hommes ou pour les femmes, notamment dans les piscines. Ça aussi, ça tombe sous le sens. Il y a déjà un certain nombre de mairies écologistes, mais qui devront peut-être devoir revoir leurs horaires. C'est une mesure, mais c'est des détails qui vont dans le bon sens. C'est des mesurettes pour vous, tout ça? Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je répète, il faut un message fort du gouvernement. Il faut une réponse forte dès qu'il y a la moindre dérive. Et il y a des symboles. Par exemple, je reprends mon exemple, quand M. Dupond-Moretti veut faire revenir les djihadistes et leurs familles, il faut que le message soit très clair quand on quitte les limites de la République. Il l'a dit avant d'être nommé, on est d'accord? J'espère qu'il n'a pas changé. Enfin, j'espère. Je sais malheureusement qu'il n'a pas changé de conviction. Je lui fais au moins le crédit, c'est d'être un homme de conviction, que je ne partage pas et que je combats. Et d'autre part, je pense que dans ce domaine, le message qui est donné et les actions qui sont données de manière énergique sont aussi la meilleure lutte. Pour le moment, on a des mots. Ben oui, mais vous proposez quoi en face de ces mots? Nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est, je répète, des décisions par moments radicales. Par exemple, tous les délinquants étrangers doivent être aussi reconduits à la frontière. Vous me direz peut-être, c'est pas tous des salafistes, mais bien sûr, mais c'est aussi un élément de la chaîne qu'il faut absolument combattre. Quand il n'y a pas d'accord avec leur pays d'origine, on fait comment? S'ils sont doubles nationaux, on peut les expulser. S'ils ne sont pas doubles nationaux, ils doivent être tout simplement, j'allais dire, mis à l'abri de nuire. Et là, on retombe dans le sujet précédent. Il faut construire des prisons. Il faut que ces personnes-là que les peines qui sont prononcées soient réellement exécutées. Marine Le Pen est déjà en campagne présidentielle. Est-ce qu'elle est la mieux placée pour vous pour l'emporter en 2022? C'est pas ce que pense Robert Ménard, notamment. Oui, elle est la mieux placée. Vous savez, Robert Ménard me rappelle des gens qui... Quand en 1980 ou en 1995 expliquait que François Mitterrand n'était pas le mieux placé pour gagner les élections présidentielles ou que Jacques Chirac n'était pas le mieux placé, qu'il fallait en changer. Oui, Marine Le Pen est le mieux placée. Et puis, moi, je voudrais que ces gens qui disent à chaque fois c'est pas la mieux placée, etc., qui proposent. Alors, pour le moment, il n'y a aucune proposition. Je pense que Robert Ménard est un excellent maire de Béziers, mais je souhaiterais qu'il chasse un peu en meute avec nous et qu'il amène sa pierre à l'édifice pour justement changer la majorité
majorité. Alors si elle est la mieux placée pour vous, pourquoi est-ce que vous ne vous rangez pas sous sa bannière? Pourquoi est-ce que vous n'êtes toujours pas au Rassemblement national, Thierry Mariani? Parce que dans tous les mouvements politiques ou dans tous les courants, il y a des fois, j'allais dire, des sensibilités. Non, ça ne me gêne pas. Ça ne vous voit pas l'étiquette RN? C'est pas écoutez, assez chic, je vous rassure tout de suite, j'ai l'étiquette RN au Parlement européen où je suis dans le groupe. Donc si elle est assez chic à Bruxelles, elle est assez chic en France. Non, il n'y a aucune répulsion, mais je pense aussi que par moment, on peut développer d'autres courants. Il y a des sensibilités dans tous les mouvements. Alors, vous étiez censé faire un pôle de droite autour du Rassemblement national. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Ça grossit lentement, mais je pense qu'au niveau des cantonales, au niveau des régionales, vous verrez que petit à petit, les gens se rendent compte que les Républicains, aujourd'hui, sont progressivement transformés en supplétifs d'En Marche. Regardez les déclarations de M. Estrosi il y a quelques jours. On sait que l'histoire est écrite d'avance. La droite votera pour M. Macron au premier tour ou au pire au second tour. Et aujourd'hui, les seuls qui représentent la véritable alternance, c'est Marine Le Pen. Vous ne regrettez pas d'avoir trahi votre famille d'origine? Je n'ai pas trahi ma famille d'origine, c'est ma famille d'origine qui a trahi ses idées. Et ça, je tiens à écouter. Je le répète, quand je vois les positions réelles, je suis resté 42 ans dans un parti. Vous ne quittez pas un parti après 42 ans dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous avez vos amis, par pure ambition. Non, je regrette une chose aujourd'hui, peut-être c'est de l'avoir pas quitté plus tôt. Parce que je pense que la dérive, malheureusement, a commencé bien avant l'année dernière. Encore un petit mot. Est-ce que Marine Le Pen doit quitter le Rassemblement national pour la présidentielle? Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle elle réfléchit? C'est une hypothèse à laquelle elle réfléchit. Quand on veut diriger la France, on veut rassembler. On constate François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac avaient quitté la présidence de leur parti. C'est aussi un signe qu'on garde ses idées, mais qu'on veut s'ouvrir et élargir sa majorité. Deux questions d'actualité rapide. Plan de relance annoncé la semaine dernière, 100 milliards d'euros, additionné aux 460 milliards d'aides pendant le confinement. C'est suffisant? Ça va dans le bon sens? C'est insuffisant et surtout c'est insuffisant dans ce qu'elle nous avait annoncé M. Macron. Les relocalisations, 1% de ce plan. Les PME françaises, 3% de ce plan. Voilà, aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de ces aides, l'essentiel va aux grandes entreprises sans contrepartie de maintien ou de création d'emplois. Je crains qu'on fasse les mêmes erreurs qu'avec le CICE. Donc vous auriez donné des aides et imposé des contreparties aux employeurs? Oui, bien sûr. La moindre des choses, c'est au moins le maintien de l'emploi. La moindre des choses. On a quand même vu la semaine dernière cet épisode, j'allais dire, tragique pendant sa vérité, de M. Le Maire aller au Parlement et expliquer en commission qu'il faudrait que les entreprises françaises n'embauchent pas trop de travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, en clair, que ce plan de relance profite, je les aime bien, mais à nos voisins de l'Europe de l'Est. Non, voilà, aucune condition n'a été mise. Et les petites entreprises qui sont le cœur économique de ce pays, aujourd'hui, sont les grands oubliés. La gestion du Covid, de cette pandémie, il y a beaucoup d'interrogations des Français sur la stratégie des tests qui est mise en place et sur les fermetures de classes. Une centaine à l'heure actuelle, c'est un véritable casse-tête pour les parents. Encore une fois, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire que le gouvernement n'a pas fait? Quand il y a des clusters, bien sûr qu'il faut fermer les classes. Les tests, il fallait tester massivement. C'est enfin fait, mais avec 6 mois de retard. Et je pense aussi qu'il faut tester quand il y a, avec des cibles prioritaires. Par exemple, tous les enseignants. Les enseignants aujourd'hui devraient être tous testés systématiquement. Les soignants devraient être tous testés systématiquement. Et puis si aujourd'hui les Français sont un peu perdus dans cette crise, c'est parce que, reconnaissons-le, le gouvernement a menti les premiers mois et aujourd'hui ce mensonge pèse sur sa crédibilité. Le Conseil d'État a entériné en grande partie les arrêtés qui imposaient le port du masque généralisé à Strasbourg et Lyon. Vous pensez encore une fois que là, il faut être ferme. Il faut porter le masque partout, même à l'extérieur. Quand il y a des vrais risques, oui. Voilà, je préfère à la limite porter un masque, même si c'est inutile, que ne pas le porter. Mais après, il ne faut pas aussi tomber dans une escalade. On voit pratiquement que chaque maire, pour donner l'impression qu'il fait quelque chose, se sent obligé de prendre le même arrêté que le voisin. Voilà. Si j'ai bien compris, la ville de Nice, il faut même porter le masque dans sa voiture quand on traverse la ville. Il faut quand même arrêter. J'attends bientôt le maire qui va nous obliger à le porter le soir au lit. Voilà, il faut arrêter cette escalade. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.